Oui, donc pour rebondir sur ce que tu disais, donc il va falloir faire passer la pilule aux classes moyennes en gros. Donc, puisqu'on nous parle de décroissance en permanence, donc comme tu l'as dit, c'est la thèse du réchauffement climatique qui est mise en avant. Donc la thèse du réchauffement climatique, c'est quoi? C'est que l'émission de CO2 fait augmenter la température de la Terre, et l'émission de CO2, c'est dû à la consommation d'énergie fossile, qui est elle-même due donc à l'amélioration de l'appareil productif. Donc il faut diminuer la production, et donc c'est la thèse que défend par exemple un homme comme Jean-Marc Jancovici, qui est le spécialiste autoproclamé de l'énergie en France. On nous dit qu'il y a trop de CO2, il faut donc limiter la production de CO2, et donc ça passera par, non pas de la croissance verte, ce qui était encore expliqué il y a quelques années. On nous disait, on va faire de la croissance verte. Je ne sais pas si vous vous rappelez les entreprises du CAC 40, on va faire de la croissance verte. Là, ce coup-ci, c'est même plus de la croissance verte, c'est de la décroissance verte, et c'est même totalement assumé. Alors, je me suis un petit peu intéressé au cas de Jean-Marc Jancovici. Son profil sur les réseaux sociaux a explosé durant la crise du Covid. Alors moi, je le connais depuis longtemps, parce qu'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, ce qu'il faisait, c'était pas si mal. C'est-à-dire qu'en fait, il réfléchissait sur la question de l'énergie, mais de façon non idéologique, en tant qu'ingénieur de base. Donc il faut savoir que Jean-Marc Jancovici, c'est un peu le monsieur énergie dans les médias que tout le monde reçoit quand on parle d'énergie ou de climat. On parle de ce mec-là tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps invité. Il fait un travail de labourage de terrain incroyable, quoi. Donc je vais quand même le présenter rapidement, ce bonhomme-là, parce que je le pense assez central aujourd'hui, en France du moins, parce que je pense qu'il y a un Jean-Marc Jancovici dans tous les pays du monde, quelque part. Donc lui, il est né en 62, c'est un polytechnicien, X81, donc c'est un ingénieur généraliste de base qui a fait ensuite une spécialisation dans les télécoms. Et c'est un young leader depuis 2002. C'est le fils d'un brillant théoricien qui a été prof de physique à la fac d'Orsay, qu'on appelle l'université Paris-Saclay maintenant. D'ailleurs, c'est une petite anecdote que j'ai vue sur les forums de physiciens. Son père se moquait de son fils en disant que bon, il comprenait pas grand-chose à la physique, mais au business et à l'argent, il s'y connaissait pas mal. Donc ensuite, il a commencé sa carrière en faisant des films d'entreprise. Alors j'ai cherché longtemps, et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu honteux chez lui. Vous ne retrouverez nulle part, c'est très difficile à trouver. Sur sa fiche Wikipédia, c'est pas écrit. Bon, c'est-à-dire qu'il il faisait des films d'entreprise, quoi. Puis ensuite, il a travaillé comme ingénieur télécom, et c'est ça qui est très intéressant, où il s'est spécialisé sur les conséquences du télétravail, et ce, dès 1990. Il avait déjà vu qu'il y avait des conséquences sociales sur le télétravail. Et là, la justification, c'est qu'il y a trop de déplacements en Île-de-France, en France tout court, de toute façon, dans tous les pays occidentaux. Il faut donc généraliser le télétravail pour limiter les déplacements. Donc d'emblée, il était déjà un peu là-dedans. Il est ensuite rentré à l'ADEME, c'est une agence parapublique de maîtrise de l'énergie. Bon, c'est pas vraiment des scientifiques, c'est plutôt des gens qui font des rapports, qui brassent des docs, qui font de la réglementation. Donc c'est pas vraiment un scientifique. D'ailleurs, on le présente toujours comme un scientifique, mais faux, il a rien produit scientifiquement, il n'a jamais publié d'études là-dessus. C'est plus quelqu'un qui brasse des stats et des docs que quelqu'un qui est à l'origine d'un programme d'ingénierie clair et net, quoi. Il n'a pas développé le programme électronucléaire français. Il a ensuite fondé en 2007 un cabinet de conseil qui s'appelle le Carbone 4. Alors Carbone 4, ça fait référence à une des préconisations du GIEC qui est de réduire d'un facteur 4, c'est simple, les émissions de CO2 dans tous les pays du monde, voire d'un facteur 9 ou 10 dans les pays les plus avancés comme nous. Donc c'est son cabinet de conseil. Alors je vous invite à aller visiter sa page, la page de ce cabinet de conseil qui est basé dans le 9e arrondissement, où il y a tous les cabinets de conseil un peu comme ça. Ils sont 50 dans la boîte. Il y a 3 seniors. Alain Grandjean, qui est un ex-ENSA, donc lui, c'est un statisticien. C'est un polytechnicien qui a des stats. Il y a Jean-Marc Jancovici, lui, qui est un ex-télécom. Et troisième, c'est Laurent Morel, lui, vient de Centrale Paris, qui est spécialiste banque et financement. Donc il y a 3 seniors. Ensuite, il y a 50 personnes, tous des jeunes. Ils ont tous, vous regardez les têtes sur l'organigramme, ils ont tous moins de 25 ans, quoi. Entre 25 et 30 ans. 32 hommes et 21 jeunes femmes. Donc ça a tout à fait la structure d'un cabinet d'avocats. Vous avez 3 gros bonhommes qui encaissent le poignon et 50 petits gars qui sont des petits grouillots, hein, qui font du travail de sape. Il faut voir que lui, Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur, mais c'est aussi un énorme conférencier. Il fait des conférences dans toutes les écoles d'Île-de-France. J'ai ici une liste impressionnante. Il est invité conférencier à l'ESSEC, Sciences Po, HEC, Centrale, AgroParisTech, Panthéon-Assas, Mines, Télécom Paris, l'INSTN, c'est l'Institut National de Sûreté Technique Nucléaire, l'ENS, Normal Sup, Arts et Métiers, École des Ponts,
C'est-à-dire qu'en fait, lui, il fait un travail d'évangélisation auprès d'une jeunesse, des jeunes ingénieurs, qui rechignent à faire des sciences dures de plus en plus, maths, physique, parce que c'est dur, et qui se trouvent tous embrigadés dans des projets d'écologie, mais PowerPoint, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sciences dures, et lui, Jancovici, il travaille à faire un long travail d'évangélisation. J'emploie le terme d'évangélisation, ça vient de la Silicon Valley, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles tendances à faire passer, il faut à tout prix convaincre les plus jeunes, parce qu'eux, maintenant, ils vont rentrer dans des cabinets à 60, 70 cas, ils sont contents, et ils font la publicité de toute cette décroissance verte, parce que eux, ça ne va pas les toucher. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure une vidéo de Jean-Marc Jancovici, il disait « C'est le SMICAR le problème, nous, les CSP+, c'est pas notre problème, de toute façon, ça ne changera rien à notre vie, on pourra toujours voyager. » Par contre, les smicards qui vivent comme des nababs, c'est son mot, parce qu'il compare le mode de vie d'un smicard d'aujourd'hui à ce qui était un châtelain il y a 3 siècles, en disant qu'un smicard d'aujourd'hui consomme bien plus d'énergie qu'un châtelain il y a 3 siècles, mais c'est des comparaisons un peu fallacieuses. Le smicard français, grâce à l'énergie, vit aujourd'hui comme un nabab. Et même le mode de vie du smicard français, ça qu'on va voir dans pas longtemps, n'est pas durable. C'est-à-dire qu'il est déjà trop élevé par rapport à ce que la nature est capable de nous offrir en combustible, en capacité d'épuration du CO2, etc. Voilà, donc pour présenter le personnage, c'est le monsieur énergie qu'on voit sur tous les plateaux, alors autoproclamé. Sa première casquette, c'est consultant PDG, le fondateur associé du Carbone 4, qui est vraiment le cabinet de conseil qui conseille toutes les boîtes du CAC 40. Tous ses clients, c'est les boîtes du CAC 40, c'est les gros. Transport, Thalys, SNCF, EDF, Enedis, toutes les boîtes. Il a un autre projet qui s'appelle The Shift Project. Alors déjà, shift, ça veut dire décalage en anglais. Ça veut dire solution un peu brutale. C'est-à-dire on décale d'un coup l'économie d'un pays. Alors c'est un think tank, et ça c'est totalement assumé, dont le but est de réfléchir sur le lien entre PIB et énergie, sur des indicateurs alternatifs au PIB, qui est selon lui un mauvais indicateur, bon, ça vous le voir, hein, et sur le prix du carbone. Il réfléchit sur le prix du carbone. Donc en fait, il a un petit peu inspiré toutes les lois de transition énergétique. Il propose des réglementations. J'en ai trouvé une là, tout à l'heure, en 2014. Par exemple, il a proposé le passeport énergie. Vous achetez une maison, vous achetez une maison d'occasion, il faut passer par un cabinet de conseil qui va évaluer pour 400 €. La structure, comment dire... l'isolation. L'isolation, des choses comme ça. Et on va proposer des devis. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, mais ça pourrait le devenir à l'avenir. Il a écrit un manifeste pour décarboner l'Europe en 2017, qui a été signé par 2500 gros bonnets, donc 80 PDG du CAC 40, donc c'est quelqu'un qui est très proche des milieux d'affaires, dont le but, le manifeste pour décarboner l'Europe, c'est arriver à la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, l'Europe doit émettre 0 g de CO2. Ça va être un peu difficile. Mais parallèlement, depuis la crise du Covid, il s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème. C'est-à-dire qu'avec le télétravail, c'est là où c'est assez cocasse. Donc, on oblige les gens à rester chez eux, mais en même temps, il se rend rendu compte que l'empreinte écologique du trafic Internet a explosé. Donc, il parle maintenant de sobriété numérique. C'est-à-dire qu'en fait, il nous oblige à rester chez nous, mais en plus, il ne faut pas trop consommer de trafic Internet. Donc, ça va devenir un petit peu contradictoire. Voilà ce que je voulais dire sur ce personnage qui me semble un petit peu, comment dire... je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est quand même... Si, vraiment on le voit sur tous les plateaux, ce serait difficile de l'éviter. Justement, visiblement, le boulot a été fait par Jancovici, Jérôme, puisque il évangélise les nouvelles générations. Donc, les types sont complètement convaincus par avance, avant même d'avoir pris leur poste, de tout ce nouvel agenda. Jancovici, c'est très simple. On peut le résumer en 3 points. Il est pro-nucléaire. Il est anti-fossile, soi-disant à cause du peak oil. Donc, il le justifie comme ça. Et il est anti-énergie renouvelable. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, tout doit être électrifié en France. Ça poserait une autre question. On ne peut pas électrifier tout, parce qu'en fait, il faudrait des stocks. L'électricité, ça se stocke difficilement. Il faudrait des quantités de batteries phénoménales. C'est même pas imaginable de le faire. C'est-à-dire que lui, de toute façon, c'est tout nucléaire. Le reste, on s'en fout. Donc là, ce sera que de l'électricité. Et la question du peak oil, il la défend bec et ongle. Au moment où nous sommes sur un plateau de production. Ça fait 5 ans que la production mondiale de pétrole n'augmente plus. En fait, de liquide même n'augmente plus. Et derrière, ça va se mettre à décroître. Alors, la question, c'est, sachant qu'on va quand même racler un peu mieux ce qu'on a découvert, et sachant qu'on va encore découvrir des petits machins, comment est-ce que va s'organiser ce truc-là avant un déclin qui est totalement inexorable, puisque c'est des maths, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Mais quand on regarde dans le détail, c'est pas si clair. Je suis allé voir encore sur des sites de spécialistes.
vous avez 3 spécialistes, il y a 3 avis différents. Et lui, il dit que c'est définitif. Il dit qu'en 2022, c'est terminé. Mais il y a 4 ans, il disait que c'était en 2018. Exactement. Il y a 20 ans, Al Gore nous disait que c'était en 2020. Ça a même commencé en 75 le peak oil, hein, la fin du pétrole. Ça se décale tout le temps. Est-ce que je peux déployer un peu sur le peak oil parce que c'est un vrai sujet de réflexion, hein. Je vous en prie, Alain. C'est notamment sur la théorie de l'énergie fossile. On nous dit que le pétrole, c'est en gros des animaux préhistoriques compressés par des milliers d'années, etc. Il y a une théorie alternative dont on ne parle jamais, qui est la théorie abiotique du pétrole. Et plus en fait, on se penche sur cette question, c'est d'où vient le pétrole, plus on voit que la théorie fossile, qui est une théorie du consensus, est en fait assez délirante. On ne se pose même pas la question. Pourquoi on dit fossile? En réalité, alors si on reprend l'histoire, au début, le pétrole est affleurant, c'est-à-dire qu'on le trouve dans des régions où il sort lui-même du sol, que ce soit au Texas ou en Arabie Saoudite. Et comment aujourd'hui on trouve de plus en plus de pétrole malgré tout? C'est qu'on a de la technologie pour forer de plus en plus profond. Pourquoi les Russes sont devenus les leaders du pétrole? C'est parce que comme ils ne croient pas à la théorie fossile, qui est forcément une théorie du pétrole relativement affleurant, parce qu'il ne peut pas y avoir de résidus fossiles à 30 km au fond de la Terre, c'est pas possible. Et les Russes, en fait, sont sur la théorie alternative qui est la théorie abiotique, c'est-à-dire que le pétrole remonterait de la roche-mère, hein, voilà, c'est-à-dire que ça serait un élément naturel de quantité illimitée qui remonterait à la surface, et donc il y a des endroits où il remonte naturellement, de la roche-mère, et d'autres endroits, il faut aller le chercher. Et en fait, plus vous avez les moyens de forer profond, plus vous en trouvez. C'est-à-dire qu'à 50 km, il y en a partout. Et en fait, on n'arrête pas de trouver des nouveaux puits de pétrole, simplement en forant un peu plus profond. Alors évidemment, plus tu fores profond, plus c'est cher. Mais en réalité, avec le progrès, effectivement, de cette technique, et puis le fait que les nappes affleurantes traditionnelles commencent à se vider, le problème se déplace, ça, voilà. Et en réalité, aujourd'hui, la théorie du peak oil est complètement dépassée. On le repousse en permanence. On se rend compte qu'il y a du pétrole partout si on sait aller le chercher. Ce qui valide de plus en plus la théorie abiotique du pétrole, qui est la théorie russe, contre la théorie fossile, qui est pratiquement indéfendable aujourd'hui, hein, si on creuse un peu ce que ça veut dire. Parce que d'ailleurs, on dit théorie énergie fossile, on sait même pas ce que ça veut dire en réalité. Bah si, en fait, c'est des dinosaures qui... Donc en fait, un jouet en dinosaure en plastique est un dinosaure, est toujours un dinosaure en fait. C'est des dinosaures qui ont cuit. Comment vous trouvez de l'énergie fossile à 50 km en forant dans la roche? C'était valable tant que c'était de l'affleurant ou du presque affleurant. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des nappes vides qui se remplissent, en fait, parce qu'il y a des failles dans la Terre. On n'est même pas sûr, en fait, de ce qu'il y a au centre de la Terre. C'est une projection théorique. Personne n'a traversé la Terre de part en part pour savoir si au milieu il y a une boule de feu, etc. En réalité, tout ça est du consensus de type projection, mais on connaît encore moins le centre de la Terre que le fond des océans marins, où on découvre des trucs tous les jours, hein, à 10 km. C'est sûr. Rien qu'à 10 km. Et je vous dis, penchez-vous sur la théorie abiotique par rapport à la théorie fossile, et voyez comment Jancovici nous a joué la carte de la fin du pétrole, et donc de la transformation radicale de l'économie mondiale, parce qu'il dit le pétrole est une énergie qui nous est offerte, et qui est super, comment dirais-je, productive en énergie par rapport, par exemple, à la machine à vapeur qui était l'eau. Déjà, c'est assez mensonger parce qu'il y a un énorme travail de transformation à faire qui consomme de l'énergie, donc c'est pas une énergie qui nous est offerte. Il faut aller la chercher, il faut la transformer. Mais je veux dire, toute la théorie du peak oil justifiait en fait les guerres impériales au niveau de la Caspienne, parce qu'il fallait aller chercher les réserves résiduelles qui restaient, qui était l'enjeu presque de la domination politique, c'était d'avoir le contrôle des réserves résiduelles, et donc il fallait aller botter le cul ou maintenir l'armée américaine pas là-bas, parce que si c'était pas les Américains, ça serait les Russes, etc. Donc ça justifie beaucoup de géopolitique. Ça justifie beaucoup de militaires. Alors qu'en réalité, le pétrole, il suffit de l'acheter. Ça coûte beaucoup moins cher de l'acheter que de le voler. On le sait. Donc il y a un énorme mensonge sur le pétrole. Et cet énorme mensonge premier est déjà le mensonge sur lequel est assis Jancovici depuis 15 ans au moins. Hein. Parce que moi, ça fait longtemps que je le suis. Hein. Donc je vous invite, là, c'est une porte que j'ouvre. Intéressez-vous à l'arnaque et au pourquoi d'ailleurs de l'arnaque de la théorie du peak oil, hein, et intéressez-vous à la théorie abiotique du pétrole, et essayez de creuser le niveau de sérieux scientifique de la théorie fossile du pétrole. Et je vous garantis que là, c'est un peu comme le récentisme, c'est au moins un sujet de gymnastique intellectuelle et cérébrale très intéressant, parce que une fois de plus, on croit qu'on est assis sur des domaines de certitude, parce que chaque fois qu'on ne se pose pas de questions sur une des briques qui constitue le réel, comme on ne s'est pas posé la question, on l'admet comme valide.
Et à chaque fois, effectivement, qu'on va s'intéresser à une des briques qui constitue la totalité du réel, on se rend compte qu'il n'y a jamais vraiment de certitude et de consensus, et que tout doit être remis en question, et que souvent, ce qu'on admet, c'est simplement ce qu'on a, des domaines sur lesquels on n'a pas réfléchi. Et moi, à un moment donné, justement, parce que j'ai suivi Jancovici et que je trouvais ça intéressant au départ, parce qu'il était un alarmiste de la fin du pétrole, et il disait qu'on n'avait pas prévu l'après-pétrole, et qu'on allait avoir une chute d'efficacité énergétique, puisque le pétrole, qui était un cadeau des dieux, avec une puissance énergétique naturelle et donnée, on n'avait rien pour la remplacer demain, et que donc il faudrait admettre la décroissance parce qu'on n'avait pas pris les devants. Alors après, peut-être qu'il a dit qu'il fallait mettre tout dans le tout nucléaire ou l'électrique, etc. Mais dès le départ, en fait, Jancovici était dans une analyse et une vision alarmiste, en disant voilà, c'est la fin de la manne du pétrole qui était offert par les dieux et qui a permis la révolution industrielle. On arrive au bout et on n'a rien pour la remplacer. C'était sa théorie. Je vous garantis que plus je me suis intéressé à Jancovici, c'est pour ça que moi les commentaires que je mets sur ces vidéos, c'est escroc, plus je me suis rendu compte que ce mec n'était pas un penseur sérieux. Je pense même d'ailleurs que c'est un peu un abruti, c'est-à-dire qu'il y a un domaine d'escroquerie, puis il y a un domaine, c'est un bourrin. C'est vraiment un bourrin de la technocratie pseudo-mathématique pour moi. Le changement climatique, il a déjà contribué à mettre 1 million de Syriens en Europe. Je ne pense pas que les déchets nucléaires aient fait ça. Le changement climatique, c'est un déterminant direct. Les Syriens ? Oui. Le déclenchement de la guerre en Syrie doit quelque chose aux sécheresses récurrentes qui ont commencé à s'installer dans le pays et qui ont fait décroître la production agricole avec une population croissante. Et c'est très exactement le même phénomène qu'on a eu au Maghreb, en Égypte et en Tunisie. C'est pas un mec qui pense. Et je vous garantis qu'il y a des moyens, il y a vraiment un chantier sur lequel s'amuser. C'est d'ailleurs un jeu intellectuel, je ne sais même pas si j'ai raison, mais je veux dire, de remettre en cause non seulement la théorie du peak oil, mais qui s'appuie effectivement sur la rareté intrinsèque des réserves fossiles. Et tout ça, ce sont des pseudo-certitudes sur lesquelles on construit tous les raisonnements sur lesquels on est aujourd'hui, hein. Au-delà même de la théorie de la taxe carbone, hein. On a commencé le peak oil bien avant, et tout ça, ce n'est absolument pas assuré d'un point de vue, je dirais, théorique et scientifique. Et ça a des conséquences géopolitiques et politiques énormes. Voilà. Et d'ailleurs, Jérôme, si tu veux te pencher sur la question avec ton œil de scientifique de haut niveau, ça m'intéresserait. Je regarderai. Ah oui, théorie abiotique du pétrole. Voilà. Et je te dis, si les Russes sont devenus leaders dans le pétrole, alors qu'au départ ils n'en avaient pas, parce que tu remarqueras que ça se déplace, hein. Il y a ceux qu'on avait, puis ceux qu'on n'ont plus, puis ceux que... Eh ben, c'est parce que les Russes sont sur la théorie abiotique, et eux, ils savent forer à 30, voire 50 km. Et à 50 km, il y a du pétrole partout, parce qu'en fait, il affleure de la roche-mère, tu vois. Enfin, il remonte des entrailles de la Terre. Et c'est une énergie inépuisable, selon la théorie abiotique. Voilà. Je regarderai. Mais en fait, moi, cette question-là m'a rarement intéressé, parce que d'une part, je pense qu'il y a une grande partie secrète. Aucune compagnie n'a intérêt à présenter son stock, hein. Les États non plus. Exactement. Donc il y a une partie secrète et j'aime pas quand... c'est des trucs que je peux pas maîtriser, ça. Par contre, sur la nature abiotique, je regarderai, ouais. Un mot de conclusion, messieurs. Un dernier tour de table. Xavier, Jérôme, puis Alain, avant de passer au bonus. Pour compléter, il est évident qu'il y a une géopolitique de l'énergie derrière cette question un peu émotionnelle du réchauffement climatique. Et là, on a vu un exemple avec Jancovici qui est intéressant parce qu'il est sur deux vecteurs qui sont le vecteur GIEC, qui est le vecteur en fait de la guerre énergétique de l'Empire, c'est-à-dire via les Rockefeller, comme je l'ai expliqué. Et en même temps, il a la petite spécificité qui le rend sympathique de défendre le nucléaire parce que c'est les réseaux X du commissariat à l'énergie atomique avec encore un semblant d'intérêt national. Et un jour, je pense qu'il sera dénoncé d'ailleurs sur ce versant-là, puisqu'en fait, il faut faire du GIEC pur. Voilà, donc on est quand même allé assez loin dans ce troisième volet du Grand Reset. Et à la prochaine pour la suite.